Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Si j'en crois mon indicateur de connexion, ce n'est pas encore une victoire électorale, mais c'est déjà la victoire des idées. Et pour moi, c'est la plus belle des victoires. Donc, je vous remercie de votre présence et de cette connexion. Je parle de victoire électorale parce qu'effectivement, je suis candidat aux élections législatives des Français de l'étranger pour la Suisse et le Liechtenstein. Mais avant d'être candidat, je suis surtout un citoyen qui, par son expérience professionnelle, a acquis une conviction. Et cette conviction, c'est que si l'homme révolutionnaire a réussi à se libérer de l'arbitraire féodal avec le droit de propriété, eh bien c'est avec le droit de propriété que l'homme du XXIe siècle arrivera à se libérer de la financiarisation du monde. Cette financiarisation du monde, effectivement, c'est bien le malaise de notre capitalisme devenu exclusivement financier, qui met la planète en danger, qui génère une société de plus en plus inégalitaire et qui conduit à la privatisation et en même temps à l'appauvrissement de la France. Alors, le projet que je porte est celui d'une propriété revisitée, c'est-à-dire d'une propriété partagée dans sa valeur économique et sa valeur d'usage. Concrètement, un nouveau contrat entre deux propriétaires, un propriétaire de la valeur économique qui aura financé la valeur économique de la chose, mais qui n'en aura pas l'usage, et un propriétaire d'usage qui, lui, n'aura pas financé la valeur économique, mais qui sera sécurisé dans sa gouvernance. Ensemble, le propriétaire économique et le propriétaire d'usage conviendront de la disposition de leurs biens. Alors, ce nouveau contrat capital-travail serait, à mon sens, économiquement très utile, socialement généreux, politiquement disruptif, et c'est la mission de ce soir que de vous en convaincre. Alors, pourquoi est-ce que dissocier la propriété dans sa valeur économique et sa valeur d'usage serait économiquement utile? Eh bien parce que cela permettrait de financer la reconstruction de la France. Nous assistons par les actualités qui se succèdent à une France en souffrance, à une France en bout de souffle, et une France qui a donc besoin d'argent pour se reconstruire, pour financer les actifs productifs dont elle a besoin dans tous les domaines, dans les domaines privés, et on parle notamment de la réindustrialisation, comme dans les domaines publics, c'est-à-dire l'hôpital, l'armement, les transports, l'énergie, bref, les services publics. Alors, la question est peut-être moins de savoir où trouver l'argent, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de liquidités, puis si on veut faire un petit peu d'humour, on peut dire qu'avec le quoi qu'il en coûte, quand il n'y a plus d'argent, il y en a encore. Mais la vraie question est peut-être davantage de savoir comment on fait arriver cet argent là où on en a besoin. Concrètement, cela veut dire que les techniciens du droit doivent jouer aux apprentis plombiers pour pouvoir faire la tuyauterie qui permet de relier la source au moteur. Alors, au jour d'aujourd'hui, par notre droit de propriété, qui est cette tuyauterie, eh bien, en réalité, il y a trois tuyaux, il y a trois façons d'investir et donc de devenir propriétaire. Il y a la pleine propriété, il y a l'usufruit et il y a la nue propriété. Donc, lorsque l'on finance la pleine propriété, on va se retrouver propriétaire d'une chose et on va, en tant que plein propriétaire, pouvoir détenir l'usage, les revenus générés par cet actif et disposer librement de ce bien-là. Lorsque l'on va investir simplement en usufruitier, on va posséder la propriété de l'usage et des revenus, mais on ne disposera pas de la totale disposition de ce bien puisqu'il sera laissé à un nu propriétaire. Et lorsque l'on va investir en qualité de nu propriétaire, eh bien, on n'aura ni l'usage ni les fruits, mais simplement
la disposition du bien qui nous appartient. Eh bien, voyez-vous, cette situation est un véritable frein au financement de l'économie, pour une raison donc très simple, c'est que, comme vous l'avez compris, le droit de propriété oblige d'une certaine façon à devenir propriétaire de l'usage de son investissement, de la chose que l'on finance, pour pouvoir en percevoir les fruits. Lorsqu'on est pleinement propriétaire, on doit d'abord être donc propriétaire de l'usage pour pouvoir éventuellement louer et percevoir les fruits. Lorsque l'on est usufruitier, c'est la même chose. Et le fait de conditionner cet usage, ou plus exactement de conditionner la perception du revenu à la maîtrise de l'usage du bien, est un frein à l'investissement, soit du fait de l'investisseur lui-même, parce qu'il n'a pas envie de devenir le propriétaire d'une chose, fût-elle rentable, parce que le fait de détenir l'usus, donc l'usage de cette chose, va le contraindre à des responsabilités juridiques, responsabilités réglementaires, responsabilités fiscales, etc. Soit, autre situation, un frein parce que c'est la loi elle-même qui va constituer une sorte de frein à cet investissement, soit en conditionnant l'accession à la propriété, par exemple à un permis. Le fait aujourd'hui de devenir propriétaire d'une moto est conditionné à l'octroi d'un permis, sinon on ne peut pas acheter la moto, ou plus largement l'État qui va carrément interdire l'acquisition, donc la possibilité de devenir propriétaire de la chose, comme par exemple un armement. Donc la situation n'est pas pleinement satisfaisante pour pouvoir justement permettre à tout et à chacun de financer toute l'économie. Et cette contrainte liée à l'usage, si on parle simplement d'un investissement en termes patrimonial, c'est-à-dire l'acquisition d'une maison secondaire par exemple, eh bien évidemment n'est pas un problème en soi, c'est même l'objectif que de devenir pleinement propriétaire de son investissement. En revanche, si on est dans une logique d'investissement simplement pour percevoir un revenu, eh bien dans ce cadre-là, le fait effectivement de détenir l'usage de la chose dans laquelle on investit n'est pas forcément recherché par l'investisseur. Alors, mon projet, qui consiste à dissocier la propriété économique de la propriété d'usage, aurait justement l'intérêt de pouvoir répondre aux intérêts des investisseurs et donc de pouvoir répondre aux intérêts de l'économie. Alors pourquoi ça permettrait de répondre aux intérêts de l'investisseur? D'abord parce que l'investisseur serait sécurisé. Si il finance la valeur économique dont il sera propriétaire, il sera sécurisé comme, par exemple, le nu propriétaire est sécurisé par sa propriété sans pour autant avoir l'usage et les revenus générés par la chose qu'il possède. Donc, la propriété, cette propriété économique, permet déjà de sécuriser l'investisseur. Ensuite, ça permettra, comme je le disais, de permettre à l'investisseur de financer toutes sortes d'actifs. À partir du moment où le propriétaire économique finance la propriété, donc la valeur économique d'une chose sans en avoir l'usage, toutes les conditions qui freinent ou qui interdisent de pouvoir devenir propriétaire du fait de l'usage de son investissement ne sont plus justifiées. Ça veut dire que l'on pourrait devenir propriétaire aussi bien d'un actif immobilier que d'une centrale nucléaire ou même d'un tank utilisé par
l'armée française. On se rend bien compte que du coup, cette notion de propriété économique devient un véritable statut. On va faire de l'investisseur un propriétaire économique et on pourrait du coup donner à ce statut d'investisseur un régime fiscal intelligent ou en tout cas assez intéressant ou susceptible de séduire les investisseurs pour que justement ils puissent mettre à disposition leur trésorerie pour investir en tant que propriétaire économique sans pour autant détenir l'usage de leurs biens. Un statut qui pourrait être au niveau européen et qui permettrait de donner les bases de ce nouveau contrat économique et social qui justement est attendu par le peuple européen mais que l'Europe tarde à offrir. Cette propriété économique pourrait être rémunérée, là encore, dans le cadre d'une pure liberté contractuelle, ce qui veut dire que le propriétaire d'usage rémunérerait le propriétaire économique, soit par une rémunération en numéraire, soit par une rémunération en nature. De même, cette rémunération pourrait être fixe, c'est-à-dire correspondre à un revenu d'intérêt fixé, soit à l'inverse, être participatif, c'est-à-dire être calculé sur les résultats d'une affaire pour pouvoir permettre aux propriétaires économiques de participer au partage du résultat. À l'inverse, on pourrait très bien imaginer que cette propriété économique soit également non rémunérée et dans ce cadre-là, on bascule dans le domaine de la philanthropie, du mécénat, en donnant, là encore, un statut au philanthrope ou au mécène et en lui donnant une certaine sécurité puisqu'en réalité, certes, il ne percevra pas de revenus, mais il aura investi son capital et il sera sécurisé en tant que propriétaire économique de la chose qu'il aura financée. Alors, qui pourrait être propriétaire économique ? En réalité, tout le monde. Et c'est bien ça l'intérêt. C'est que cela pourra être autant le simple particulier dans une logique de placement qui va financer la propriété économique de je ne sais quel actif. Cela pourra être le salarié qui va financer l'actif de son entreprise dans laquelle il travaille et dont l'entreprise a besoin pour pouvoir justement réaliser son objet social. Ce pourra être un professionnel comme un fonds d'investissement qui trouvera dans cette opportunité, dans le fond, une occasion, là encore, d'investir et d'être rémunéré en étant totalement sécurisé par la propriété économique. Et même l'État pourrait y trouver un avantage ou un intérêt, puisque cela donnera les bases juridiques d'un quoi qu'il en coûte, qui ne se fera pas dans une logique de dépense et d'endettement, mais au contraire d'investissement et donc de revenus. Même les banques pourraient trouver dans la propriété économique un certain intérêt et une façon un peu disruptive et moderne de participer au financement de leurs clients. Concrètement, au lieu d'octroyer un prêt, la banque deviendra propriétaire économique de l'actif que son client voulait acquérir. La banque mettra à disposition de son client le même montant en termes de trésorerie, puisque c'est ce montant-là qui servira à l'acquisition de la chose. La rémunération même de la banque, c'est-à-dire les intérêts, pourrait être totalement identique, la même, et on pourrait même considérer que la sécurité recherchée par la banque, à savoir les garanties, sera même encore plus forte, puisque au lieu d'être simplement créancier sécurisé par une garantie, hypothécaire ou gage ou autre, la banque sera propriétaire économique. Donc on se rend compte là qu'on est dans une approche assez disruptive du financement, une approche qui d'ailleurs est tellement disruptive qu'on pourrait se dire mais est-ce que vraiment c'est réaliste, est-ce que c'est imaginable de pouvoir se
positionner comme ça en propriété économique? Et la réponse est oui, pour une raison très simple, c'est que la finance, avec la titrisation, et même le droit avec la fiducie, eh bien en réalité, n'ont pas attendu le Code civil et la propriété économique pour pouvoir permettre aux investisseurs d'être justement sécurisés par cette propriété économique. La seule chose, c'est que puisque cette propriété économique et cette propriété d'usage n'existent pas, la finance et le droit ont contourné la problématique par une relation tripartite où la société de titrisation ou le fiduciaire sont propriétaires juridiques de l'actif, mais c'est une propriété sans propriétaire, c'est-à-dire une propriété à des fins de garantie au bénéfice d'un investisseur qui finance la valeur économique de l'actif qui est placé soit dans le véhicule de titrisation, soit dans la fiducie, et cette valeur d'usage qui est mise à disposition d'un exploitant. Donc, très clairement, il est aujourd'hui urgent que le Code civil puisse appréhender cette notion de propriété économique. Une fois qu'on a appréhendé les choses en se disant que la propriété économique permettrait de véritablement financer toute l'économie, il est intéressant de noter que dans le même temps, ce nouveau contrat serait socialement généreux. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il ne s'agit pas d'opposer la propriété juridique à la propriété économique, mais de bien mettre en évidence que la propriété juridique serait dissociée dans sa valeur économique et dans sa valeur d'usage, et concrètement en reconnaissant un nouveau démembrement de propriété entre une propriété économique et une propriété d'usage. Donc un nouveau contrat, un contrat capital-travail, c'est-à-dire un contrat entre ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont du capital, et ceux qui tout simplement n'en ont pas. Alors, ce nouveau contrat serait assez socialement généreux, déjà au niveau de l'accès à la propriété, puisque au jour d'aujourd'hui, avec notre capitalisme, eh bien, pour pouvoir accéder à la propriété, il faut avoir de l'argent. Avec ce nouveau contrat entre le capital et le travail, eh bien, celui qui n'a pas d'argent pourrait devenir propriétaire. Certes, non pas pleinement propriétaire, non pas propriétaire de la valeur économique, puisqu'il ne l'aura pas financée, mais propriétaire de l'usage de la chose. Et ça, c'est quelque chose évidemment de très important et qui donnerait à notre capitalisme un visage humain. La première application, d'une certaine façon, c'est le logement. On cherche des solutions pour faciliter l'accès à la propriété. Le député Linglaise en France semble avoir trouvé la solution en dissociant le sol du bâti, ce que le droit suisse reconnaît depuis longtemps au travers du droit de superficie, comme quoi les Suisses ne sont pas toujours ceux qui sont pas les plus rapides, on va dire, en tout cas dans la prospection et les réflexions et propositions disruptives. Donc concrètement, et même d'ailleurs en Suisse aussi, il y avait tout un débat sur les solutions pour pouvoir permettre aux locataires d'accéder plus facilement à la propriété. Eh bien, très clairement, raisonner en termes de propriété économique et propriété d'usage serait tout simplement une solution extrêmement simple pour que la personne qui souhaite accéder à la propriété puisse le devenir tout de suite, sans fonds propres, sans argent, sauf à ce qu'elle puisse évidemment payer le loyer de sa propriété, c'est-à-dire le loyer qu'elle paiera dans le cadre de l'accord contractuel qu'elle aura avec le propriétaire économique, sachant que ce financement ne sera nullement une obligation et qu'on pourrait très bien imaginer que le propriétaire économique ne demande pas forcément une rémunération. Alors, effectivement, cet accès à la propriété dans le cadre de l'accès au logement est un exemple assez illustrant, enfin flagrant, mais d'une façon plus large, on peut dire que c'est l'accès à toute la propriété des actifs en général, productifs, qui sont aujourd'hui
concernés par cette réflexion. Car la situation est assez dramatique, notamment en France, c'est que non seulement le capital, le travail ne permet pas toujours de pouvoir vivre justement de son activité, c'est le cas notamment de l'agriculture, où très clairement on vous dit que sans la PAC, c'est-à-dire sans les aides européennes, l'agriculteur ne peut pas vivre de son travail. Donc effectivement c'est une situation assez sidérante, mais donc au-delà même de cette problématique-là, même si on peut vivre de son travail, eh bien aujourd'hui le travail ne permet plus de financer les actifs. Il ne permet plus de financer les actifs dont la gouvernance a besoin pour travailler. Et si il arrive, ou si cette gouvernance arrive même à s'endetter pour pouvoir le financer, eh bien ça va être évidemment un fardeau extrêmement lourd pour l'usager ou l'exploitant, que de devoir travailler avec cette dette sur le dos. Donc, rien qu'à ce niveau-là, on se rend compte que raisonner en termes de propriété économique et de propriété d'usage serait une solution très intéressante, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le créancier qui, normalement, prête son argent va troquer sa créance contre la propriété économique, et celui qui, en principe, s'endette pour pouvoir acquérir l'usage d'une chose, eh bien, va troquer sa dette contre une propriété d'usage. Donc la dette, en quelque sorte, est totalement gommée, ce qui fait que le capital et le travail partent sur la même zone de départ, en quelque sorte, sans que l'un soit mis dans une situation beaucoup plus compliquée que l'autre. Donc, un accès à la propriété devenue, qui se fera par le capital ou par le travail, donc qui sera évidemment comment dirais-je, un capitalisme devenu très humain, mais en plus, un capitalisme qui fera un pas très important vers plus de justice sociale, tout simplement parce que si on peut acquérir une propriété d'usage, cela voudra dire qu'on peut également s'en déposséder et la transmettre. Alors on reparlera de cette notion de propriété d'usage et de droit d'usage, justement, dans le cadre de la transmission, mais là, très clairement, il est clair que le fait de reconnaître une propriété d'usage permettrait au bon père de famille de pouvoir transmettre à ses enfants sa propriété d'usage, comme aujourd'hui peut le faire quelqu'un, un bon père de famille, qui a du capital et qui transmet son capital à ses enfants. L'application concrète, elle peut se faire, par exemple, même au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut très bien avoir un démembrement de propriété sur les titres d'une société, c'est-à-dire un usufruit, un propriétaire. On a même la Cour de cassation française qui, je crois, par une décision de décembre 2021, qui était attendue, a confirmé que l'usufruitier n'était pas un associé, mais que néanmoins, en tant que titulaire d'un droit réel, il devait pouvoir quand même s'assurer et donc bénéficier de l'information pour pouvoir percevoir les revenus auxquels il a le droit en tant qu'usufruitier. Eh bien, on pourrait très bien imaginer, par exemple, que ces mêmes titres de société soient démembrés entre un propriétaire d'usage et un propriétaire économique. Et dans ce cas-là, le propriétaire d'usage qui aurait eu l'idée, qui ensuite aurait permis d'être mis en pratique dans le cadre d'une société qu'il aurait lui-même constituée, financée par une propriété économique, bien pourrait par la suite être transmise à ses enfants sans avoir eu en quelque sorte besoin d'avoir de capital. Donc on se rend compte que même à ce niveau-là, ce serait une approche assez disruptive, en quelque sorte, en termes de justice sociale.
L'accès à la propriété, c'est évidemment un projet merveilleux en termes d'égalité des chances, de libéralisme égalitaire, etc. Mais l'exercice de ce droit de propriété le serait tout autant. Je m'explique, on est là effectivement au cœur de mon projet dans le sens où cela permettrait de corriger les dérives de notre capitalisme financier qui fait que le capital ne se contente pas de financer, mais finance également et gouverne les entreprises ou les choses qu'il finance. Et donc, aujourd'hui, par le droit des sociétés, justement, on organise en entreprise les relations entre le capital et le travail, et en fonction de la structure que l'on va choisir, on va sécuriser l'un plutôt que l'autre. Donc, comme je l'avais expliqué, si on opte pour une société de capitaux, on va plutôt privilégier l'actionnaire propriétaire qui va pouvoir ensuite un petit peu s'immiscer dans la gouvernance. À l'inverse, si on opte pour une commandite par action ou même une coopérative, on va plutôt essayer de chercher à sécuriser la gouvernance. Mais, comme je le disais, à la fin, c'est un petit peu comme le foot, c'est toujours l'Allemagne qui gagne, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est toujours le capital qui fait sa loi, parce que s'il n'est pas sécurisé, eh bien, il va se détourner de ces structures, et donc ces structures ne vont pas trouver de financement. Le résultat, c'est que c'est l'État qui va devoir se substituer aux capitaux privés en quelque sorte pour permettre à ces gouvernances, à ces coopératives, à cette économie sociale et solidaire de prendre forme. Et on se rend bien compte qu'en réalité, ces organismes, cette économie-là n'a toujours pas trouvé sa place dans l'économie de marché. Donc, raisonner en termes de propriété économique et de propriété d'usage permettrait véritablement de répondre à ce besoin. Ce serait même, à mon sens, le meilleur exemple ou la meilleure définition de l'entreprise à mission, justement pour pouvoir lui donner une base légale qui aujourd'hui lui fait défaut. Alors les applications très concrètes et pratiques de ce droit de propriété sont multiples. D'abord au niveau de la participation salariale en entreprise, c'est-à-dire que si l'entreprise n'a plus besoin de réserver son capital social à des investisseurs pour financer ses investissements, eh bien, elle peut réserver son capital social à ceux qui travaillent dans l'entreprise, et donc aux dirigeants et aux salariés. Donc, sans pour autant se tirer une balle dans le pied en termes de financement, puisque le propriétaire économique sera sécurisé comme un propriétaire en finançant les actifs dont l'entreprise a besoin, l'entreprise va pouvoir réserver son capital social à ses salariés. C'est là une réponse très concrète, très pratique à ce sujet, effectivement, la participation salariale. Ça permettrait également de répondre à un sujet important qui est un certain paradoxe du libéralisme qui, pour pouvoir assurer des financements dont on a besoin pour pouvoir réaliser des affaires et des projets, à organiser des sociétés à responsabilité limitée, c'est-à-dire qu'en réalité, des sociétés dans lesquelles l'actionnaire voit sa responsabilité limitée au montant de ses apports. Et on sent bien là qu'il y a une certaine dérive par rapport à notre capitalisme, dans le sens où, contrairement au principe libéral, eh bien, on a une sorte de liberté sans responsabilité. Puisqu'en réalité, l'actionnaire n'a pas de responsabilité et on ira chercher celle de l'administrateur, du conseil d'administration, etc., etc. Donc là encore, en dissociant la propriété économique de la propriété d'usage, on arriverait à concilier à la fois le besoin de trésorerie de l'entreprise et d'investissement en offrant à des investisseurs la sécurité de la propriété économique sans pour autant avoir la responsabilité de l'usage, et en même temps on aurait la possibilité par le propriétaire d'usage de garder sur ses épaules la responsabilité de sa gouvernance, et à juste titre puisque c'est lui seul
qui en aura pris l'initiative. Autre application concrète, eh bien, notre salarié pourra par exemple investir lui-même dans les actifs de sa propre entreprise en propriétaire économique, au lieu de devoir par exemple cotiser à je ne sais quel fonds de pension qui ensuite va regorger de liquidités et qui va ensuite totalement casser le marché parce que regorgeant de liquidités, il sera prêt à investir et acheter pour un rendement très très faible, simplement parce qu'il a un besoin de dépenses de trésorerie. Donc là encore, ça permettra aux salariés de financer son entreprise, d'avoir une augmentation de revenus, sans pour autant avoir une augmentation de salaire si d'aventure les circonstances économiques ne le permettaient pas. Donc on se rend compte que ce nouveau contrat capital-travail est économiquement utile pour financer l'économie, est socialement généreux tant au niveau de l'accès à la propriété que de l'exercice de cette propriété. Et la troisième partie est le côté assez disruptif en termes de politique. Alors pourquoi? D'abord parce que cela va permettre de réconcilier l'interventionnisme de l'État avec le capitalisme privé. Autrement dit, ça va permettre de remplacer les partenariats publics-privés par ce nouveau contrat capital-travail. La situation, vous la connaissez, c'est-à-dire que les collectivités publiques ou l'État sont aujourd'hui fortement endettés, n'ont plus d'argent, les impôts sont déjà très importants et ces collectivités n'ont pas d'autre solution que de déléguer à des acteurs privés le financement et la gestion des services publics. Donc, bien évidemment, beaucoup de partenariats publics-privés ont permis la réalisation de belles choses, donc il ne s'agit pas de tout rejeter, mais d'avoir un regard quand même assez critique sur ces partenariats. D'abord parce qu'effectivement, on se rend compte que en réalité, ces acteurs privés contraints à la rentabilité ne vont s'intéresser qu'à des services publics qui sont rentables et vont délaisser ceux qui ne le sont pas. Alors que s'ils sont néanmoins nécessaires, eh bien c'est les collectivités qui vont devoir à perte les financer. Pour être un petit peu plus critique, on pourrait parfois contester la notion même de service public parce que l'acteur privé qui a envie de marger confortablement aura peut-être tendance à facturer le prix de ce service public à l'usager de façon un peu exagérée. Ce qui va faire qu'à un moment donné, on va peut-être se poser la question de savoir si effectivement il est normal que, puisque c'est un service public, l'acteur privé gagne autant d'argent. C'est un peu le problème qu'on a eu avec les vaccins, pour ainsi dire. Si l'État oblige les gens à se vacciner, est-ce que c'est vraiment normal que des acteurs privés gagnent autant d'argent sur les vaccins? Pour être encore un petit peu plus critique, on peut se demander si parfois les collectivités ne sont pas tout simplement pris en otage, entre guillemets, par ces acteurs privés, parce qu'en réalité, on sait très bien qu'une fois que l'acteur privé a été désigné, qu'il a financé et qu'il a commencé à exploiter, eh bien, en réalité, la collectivité a très peu de moyens pour pouvoir, dans le cadre d'une renégociation liée à un événement quelconque, eh bien de renégocier un peu les choses. Donc il est clair que l'acteur privé fait toujours sa loi. Enfin, notamment pour les communes de montagne, eh bien ces partenariats publics-privés qui prennent la forme de délégations de services publics sont parfois, comment dirais-je, critiquables dans le sens où on va appréhender la montagne comme une marchandise à partir de laquelle on va pouvoir faire de l'argent, que ce soit par le ski ou par autre activité, etc. Et là, effectivement, eh bien, on va rentrer un peu en contradiction avec le respect de la nature et puis la nécessaire rentabilité de ces activités économiques. Donc ces partenariats publics-privés étaient déjà d'une certaine façon un peu remis en cause, mais voilà que le Covid
a littéralement fait exploser les fondements même de ce partenariat public-privé, puisque un PPP était néanmoins justifié par le fait qu'au moins l'acteur privé avait le financement et les compétences pour gérer, mais avec le Covid, on s'est rendu compte que c'est l'argent public qui est venu au secours des entreprises privées. Et donc dans ce cadre-là, eh bien, c'est vrai que la droite, en quelque sorte, est devenue un peu silencieuse, parce que comment défendre une conviction politique qui consiste à dire que la privatisation est justifiée parce que elle permet de réaliser de belles choses, si à la première difficulté ou en cas de situation grave, c'est l'État qui doit reprendre les choses en main pour venir au secours des entreprises et des particuliers. Donc, face à cette difficulté, eh bien, là encore, ce partenariat entre un propriétaire économique et un propriétaire d'usage permettrait de sortir de ce carcan public-privé entre nationalisation et privatisation et d'imaginer d'autres partenariats, c'est-à-dire de l'argent privé qui va, en qualité de propriétaire économique, financer un actif mais dont la propriété d'usage serait confiée à une gouvernance publique, ou à l'inverse, de l'argent public qui va financer un actif dont la gouvernance serait mise à disposition d'une gouvernance privée. Donc, une sorte de nationalisation d'inspiration libérale ou de privatisation d'intérêt général, bref, des partenariats innovants qui permettraient de réconcilier donc cet interventionnisme de l'État avec notre capitalisme privé, plutôt que d'envisager, comme notre ministre de l'Industrie l'avait fait, des nationalisations. Donc la deuxième chose, c'est de réconcilier l'économie avec l'écologie. Donc à ce niveau-là, inutile de dresser le tableau déjà donc assez noir qu'on a tous à l'esprit. Il faut agir vite et il faut prendre des mesures pour pouvoir justement résoudre cette problématique. Alors, l'État a plusieurs solutions. La fiscalité, qui consiste par la fiscalité à inciter les comportements. Dans ce cadre-là, il est important que le consommateur puisse toujours avoir le choix, parce que sinon il va avoir une certaine frustration et donc se révolter. Deuxième outil, c'est le financement, l'économie. Donc là, je donnais l'exemple effectivement de notre président qui souhaitait développer le leasing de voitures électriques pour les mettre à disposition des Français. Il est clair que la première partie que j'ai exposée sur le financement permettrait justement de favoriser cette politique-là en trouvant des financements pour financer la propriété économique de ces véhicules électriques, dont la propriété d'usage pourrait être confiée aux Français. Et puis, le troisième outil est évidemment le droit de propriété. Alors, pourquoi le droit de propriété? Eh bien, tout simplement parce que, et c'est là où on plonge dans ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire que de plus en plus, on cherche à développer des échanges économiques, mais qui sont basés non pas sur l'échange de la propriété, mais sur les échanges de l'usage de la propriété. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, on, comment dirais-je, oppose à tort l'usage et la propriété, alors qu'en réalité, l'usage est un élément constitutif du droit de propriété. Donc, c'est pour ça que c'est très important de pouvoir appréhender l'usage comme un attribut et de lui donner une autonomie pour que ce droit d'usage devienne une propriété d'usage. Parce qu'en tant que droit d'usage, c'est un droit personnel qui ne peut pas être cédé, donné, loué, etc. Alors que si ça devient une propriété d'usage, on parle de droit réel comme un usufruit, et là, le titulaire peut véritablement s'en déposséder et la transmettre. Donc, cette reconnaissance de la propriété d'usage permettrait effectivement de pouvoir donner, transmettre ou louer l'usage d'un bien sans pour autant générer un échange au niveau de la propriété du bien. Cet usage
pourrait également être multiple, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir une propriété avec plusieurs usages, et des usages qui seraient identiques ou des usages différents. Des usages identiques, eh bien c'est par exemple, même si l'exemple n'est pas des plus pertinents, mais il peut véritablement nous permettre de comprendre, c'est l'hypothèse toujours de notre voiture électrique, où par exemple on pourrait avoir 3 personnes qui seraient propriétaires de l'usage de la voiture, mais une personne serait propriétaire le lundi, l'autre le mardi, et l'autre tous les autres restes de la semaine et du week-end. Donc là, on est dans une sorte de copropriété d'usage, mais de droits de nature identiques. À l'inverse, on pourrait avoir des droits d'usage différents, c'est-à-dire qu'en réalité, une même chose peut être utilisée différemment. Et là, je vous invite évidemment à relire les pages de Marc Bloch en tant qu'historien, ou à découvrir le consortage d'alpage valaisan, qui est issu du Moyen-Âge, et qui permet justement de gérer collectivement les ressources naturelles en faisant de chaque utilisateur un propriétaire d'usage, mais de droits différents, celui qui a le droit d'alper avec ses vaches, celui qui a le droit de cultiver, etc. etc. Donc, dans cette conception-là, c'est-à-dire de la propriété économique et de la propriété d'usage, on se rend compte qu'avec un seul actif et une seule propriété, on pourrait générer beaucoup de flux économiques autour de la propriété économique et autour de la propriété d'usage. Et c'est donc en cela que ça permettrait véritablement de réconcilier l'économie avec l'écologie. Et puis, au-delà de cette économie de la fonctionnalité, on peut dire que, en ayant une approche de la philosophie du droit, on pourrait, comment dirais-je, appréhender le droit de propriété non plus comme un droit exclusif et absolu du propriétaire sur sa chose, mais davantage comme un droit partagé entre les individus. Donc une conception moins verticale, plus horizontale, qui pourrait trouver un certain écho et en tout cas être la base de cette approche et de ces réflexions que l'on peut lire de plus en plus et que l'on découvre. Je pense notamment à un ouvrage de Sarah Van Uxem sur la propriété de la terre, et qui montre justement qu'aujourd'hui il faut penser le droit de propriété autrement, justement pour pouvoir préserver la planète. Raisonner en termes de propriété économique et de propriété d'usage permettrait justement de donner les bases juridiques pour cette réflexion. Et je pense qu'effectivement, les politiques en général sont restés trop silencieux sur ces sujets importants, et aujourd'hui ils ont laissé la parole à certains idéologues ou certaines idéologies, pour certaines d'entre elles même assez violentes. Je pense notamment aux antispécistes qui considèrent qu'aujourd'hui la valeur humaine équivaut à une valeur animale, et que par conséquent il faut non plus appréhender la nature humaine comme une personnalité juridique, mais justement reconnaître cette même personnalité juridique aux animaux ou à la nature. Il y a des exemples aujourd'hui, justement, je crois en Nouvelle-Zélande, où certaines rivières se sont vues dotées de la personnalité juridique pour pouvoir être défendues devant les tribunaux. Alors tout ça est à la fois un petit peu sidérant, mais en même temps montre un certain vide juridique qu'il faut combler. La dernière information, en tout cas partie, concerne réconcilier l'État et les territoires, c'est-à-dire que on constate tous un certain abandon des villes et des campagnes. Quelques municipalités courageuses essaient de s'approprier du foncier ou des murs pour pouvoir ensuite les
proposer à leurs concitoyens en les louant, en leur louant, dans des conditions favorables, etc. Mais d'une façon générale, on se rend compte que, et c'est ce qu'a voulu exprimer à un moment donné le président Macron dans ce fameux interview où il disait que l'État mettait un pognon dingue et que ça servait à rien. Donc je crois que là encore, la notion de propriété économique et de propriété d'usage permettrait justement à l'État de reprendre sa place parce que les années à venir, avec tous ces enjeux économiques, sociaux, écologiques, etc., vont nécessiter un retour de l'État. Mais l'État ne doit pas revenir en propriétaire juridique, car je ne pense pas que la propriété d'État soit la meilleure des solutions. On l'a vu dans le passé avec l'effondrement des économies communistes. En revanche, il faut trouver cette nouvelle économie qui permette à l'État d'intervenir sans pour autant s'approprier les capitaux ou la gouvernance privée. Et donc, ce partenariat public-privé pourrait être, d'une certaine façon, cet État-providence réinventé en tant que propriétaire économique qui pourrait soit financer des actifs pour aider des gouvernances privées, et là on est dans la logique du quoi qu'il en coûte, mais également pour pouvoir repenser l'organisation administrative des territoires. Je pense notamment un peu à la guerre qui existe entre l'État, les régions, les départements, les communes, les répartitions de compétences, d'attributions, et puis en même temps, du coup, les recettes, etc. Eh bien, raisonner en termes de propriété économique et de propriété d'usage pourrait, par exemple, laisser imaginer que l'État soit le propriétaire économique et qu'une commune soit propriétaire d'usage, et par là même concilier à la fois le pouvoir de l'État dans sa capacité de financement et la connaissance du territoire par les communes. Une solution pour réconcilier la solidarité avec la rentabilité et qui permettrait de trouver peut-être une solution alternative entre justement la rigidité de la déconcentration et l'inégalité de la décentralisation. Voilà, une réflexion administrative que je livre à votre critique. Alors, pour conclure, je dirais tout simplement que effectivement, il faut nous préparer à la guerre, malheureusement. Alors pas forcément à la guerre militaire, puisqu'on espère tous que la guerre actuellement en Ukraine ne va pas s'étendre au niveau du continent européen, mais on perçoit déjà les conséquences de la guerre économique, de la guerre alimentaire, de la guerre énergétique, sans parler de la guerre climatique. Donc dans cette situation de guerre qui va à l'évidence générer des situations extrêmement compliquées pour la législature qui s'annonce, eh bien je crois qu'il faut réellement repenser notre économie, mettre en place une économie de guerre qui soit capable d'être économiquement utile justement pour financer tout ce qu'on va devoir financer, tout en ayant pour préoccupation de la justice sociale, parce que sans justice sociale, aucun pays ne peut, j'allais dire, rester fier et rester debout. Il faut donc trouver des solutions, et je pense que ce partenariat capital-travail serait la solution pour pouvoir justement nous lancer dans cette économie de guerre en réconciliant en même temps la France du capital qui a envie d'investir et de gagner de l'argent avec la France du travail qui, elle, eh bien, a envie d'être sécurisée dans son travail, dans sa gouvernance et sans devoir être endetté et vivre sans cesse dans la précarité. La France également des nationalistes, qu'ils soient de gauche ou de droite, mais qui d'une certaine façon sont inquiets
face à cette finance internationale et justement qui pourrait y voir dans ce projet une façon de garder, de respecter l'importance du capital sans pour autant lui permettre de s'immiscer dans les gouvernances. Et la France également des humanistes, qu'ils soient religieux ou athées, pour pouvoir non plus appréhender le droit de propriété comme un droit exclusif d'un propriétaire sur sa chose, mais davantage comme un partage entre les hommes. Bref, d'une certaine façon, un capitalisme pour tous. Voilà. Je vous remercie donc de votre attention. J'espère que cet exposé vous aura intéressé et que vous l'aurez surtout partagé en termes de conviction et que, comme moi, vous imaginerez pouvoir trouver dans ce partenariat capital-travail la clé d'un nouveau monde construit grâce à un nouveau capitalisme au service de tous. Je vous remercie.